un instant un immense écosystème vivant, vibrant, un peu comme une forêt secrète qui loge dans vos intestins. On l'appelle le microbiote intestinal. C'est plus de 38 milliards de micro-organismes qui travaillent jour et nuit pour votre santé globale. Dans un contexte où tout est équilibré, la biodiversité est riche, les bonnes bactéries vivantes prospèrent. Mais parfois, les choses se dérèglent un peu. On appelle ça une dysbiose. Donc, soit qu'on a une perte de diversité microbienne ou soit qu'on n'a pas suffisamment de bonnes bactéries par rapport aux moins bonnes bactéries. Qu'est-ce qui peut causer une dysbiose? En fait, les facteurs sont nombreux. Soit une mauvaise alimentation, pauvre en fibres alimentaires, pauvre en antioxydants, une alimentation ultra transformée qui est riche en sucre ajouté, qui est riche en graisses saturées. Du côté alimentation, c'est le facteur numéro 1 qui impacte le microbiote intestinal. Ensuite, dans la longue liste, on a le stress chronique. On peut avoir certains traitements, certains médicaments, en fait, pour ne pas les nommer, les antibiotiques. Et certains autres médicaments, ils ont tous ou presque un impact sur le microbiote intestinal. Un manque d'activité physique, les polluants atmosphériques, un environnement qui n'est pas suffisamment diversifié, une hygiène trop importante, donc les gens qui se purilisent les mains 15 fois par jour, ça va nuire finalement à la diversité de notre microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, ce n'est pas un organe, on va dire, isolé. Il communique constamment avec tous les autres systèmes du corps humain. C'est un peu la raison pour laquelle on dit que c'est le cœur de notre santé globale. L'organe avec lequel il échange énormément, c'est le cerveau. Et il y a une relation bidirectionnelle entre le cerveau et l'intestin et la majorité des communications se fait majoritairement de l'intestin vers le cerveau. Votre intestin, c'est un peu comme le directeur général de votre entreprise, alors que le cerveau, c'est le président. Donc, prend certaines décisions importantes, mais le côté opérationnel de la chose, là, c'est l'intestin qui s'en charge. Alors, quand ça va pas bien au niveau du microbiote intestinal, quand on a une dysbiose, quand notre barrière intestinale ne fait pas bien son travail, eh bien, l'axe intestin-cerveau, donc la communication intestin-cerveau, sera aussi déréglée. Alors, quels sont les impacts potentiels? On a vu dans la littérature qu'il y a des associations entre une perturbation du microbiote intestinal et certains problèmes touchant la santé mentale, notamment le stress, l'anxiété, la dépression ou les troubles de l'humeur, puis certains autres troubles également qu'on étudie de plus en plus. Alors, ce qui se passe, c'est quand on a une dysbiose, finalement, on a une augmentation des bactéries pro-inflammatoires. On a une augmentation, en fait, de l'inflammation chronique, de l'inflammation intestinale. Et cette inflammation-là a différents impacts. Alors, les molécules inflammatoires peuvent directement se rendre au cerveau et générer une neuroinflammation qui est en association avec plusieurs problématiques, dont la dépression. Sinon, eh bien, si on a une dysbiose, c'est qu'on n'a pas suffisamment de bactéries qui produisent des neuromodulateurs ou des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs qui sont produits dans l'intestin, comme la sérotonine, qu'on connaît bien pour le bien-être, le GABA, qui est notre anxiolytique naturel, ces neurotransmetteurs-là sont dédiés à l'intestin. Mais ils communiquent via le nerf vague, qui est une autoroute nerveuse entre l'intestin et le cerveau. Donc, ces neurotransmetteurs-là communiquent avec le cerveau certains messages clés. Donc, si vous me suivez bien, si nous n'avons pas suffisamment de neuromodulateurs, de neurotransmetteurs au niveau des intestins, eh bien, la communication sera déréglée, puis ce qui se passe ici sera malheureusement perturbé. On ne connaît pas encore tous les mécanismes, mais on a quand même des belles associations et des belles corrélations dans la littérature. Par exemple, plus on a de Faecalibacterium, moins grands sont les symptômes dépressifs. Donc, c'est une belle corrélation, c'est une belle ligne droite. Donc, il y a certaines familles de bactéries, notamment celles qui sont plus pro-inflammatoires, on voit une corrélation positive, c'est-à-dire qu'on a plus de symptômes dépressifs, puis certaines autres, on a une corrélation négative, donc moins de symptômes dépressifs. Donc, on voit qu'il y a des liens vraiment très intéressants. Ça va nous prendre plus de recherches cliniques contrôlées pour être en mesure de dire que le microbiote intestinal devient une cause d'anxiété ou de dépression. Pour l'instant, on n'en est pas là. Toutefois, on peut quand même travailler sur la qualité de notre microbiote intestinal pour prévenir la dysbiose ou pour du moins la corriger tranquillement en cours de route puis mettre toutes les chances de notre côté. Et la façon de le faire, on l'a dit préalablement, le facteur numéro 1 qui influence le microbiote intestinal, c'est l'alimentation. Dans l'alimentation, on a la présence de fibres très importante, la présence de polyphénols et d'antioxydants, donc on retrouve dans les petits fruits, dans l'huile d'olive de qualité, dans le chocolat noir, bonne nouvelle. Donc, fibres, polyphénols et on va aussi du côté des oméga 3 et de la vitamine D. Les oméga 3 vont avoir un impact sur la structure
de la membrane des neurones, donc très important pour les fonctions cognitives. Mais les oméga-3 ont aussi un autre rôle, c'est-à-dire un rôle anti-inflammatoire, ce qu'on aime dans un contexte de prévention de dépression. Les oméga-3, on peut en retrouver dans l'alimentation, mais c'est difficile d'atteindre tous nos besoins dans un contexte où le poisson est un peu controversé ces temps-ci à cause de la quantité de contaminants qu'il contient. Donc, on veut en consommer, mais pas trop non plus, ce qui fait qu'on doit aller chercher un supplément d'oméga-3 quotidien, pas n'importe lequel, des oméga-3 de qualité qui ne seront pas oxydés, et dans un monde idéal, des oméga-3 qui proviennent des algues et non du poisson en tant que tel, pour éviter justement la présence de contaminants dans notre gélule d'oméga-3 ou dans notre liquide d'oméga-3. Sinon, eh bien, vous pouvez compléter finalement vos apports avec quelques sources de poissons, des petits poissons dans l'alimentation et des oméga-3 végétaux qu'on retrouve dans certaines noix et crèmes. La vitamine D est importante pour la barrière intestinale. Donc, pour que la barrière fasse bien son travail, on a besoin entre autres de vitamine D qui entre dans la structure de cette barrière-là. La barrière doit rester fermée aux molécules inflammatoires et doit s'ouvrir aux substrats énergétique finalement là, dont on a besoin. Donc, pour bien faire ce travail-là, la vitamine D est essentielle. Puis la vitamine D, on n'est pas en mesure de répondre à nos besoins via l'alimentation et d'aller dehors en plein soleil, bien, actuellement, ce n'est pas recommandé par les dermatologues. Donc, un bon supplément de vitamine D de qualité qui est bien absorbé sera également parmi les pistes à explorer. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Maintenant, il faut y aller vraiment une étape à la fois, un changement à la fois, bien important, pour en ressentir tous les impacts positifs et les bienfaits. Puis un des premiers impacts qu'on va ressentir se manifeste toujours au niveau de l'énergie, entre autres au niveau de la clarté mentale. Alors je vous invite graduellement à aller vers une alimentation anti-inflammatoire et la meilleure diète qui représente l'alimentation inflammatoire est la diète méditerranéenne.